Bonjour à tous et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. On commence par l'actualité parlant du président de la République, Paul Kagame, qui s'est entretenu ce samedi avec une délégation du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar en cours au Rwanda. S'adressant à cette délégation, le président Kagame a indiqué, je cite, « Le Rwanda représente à la fois le pire et le meilleur de l'humanité ». Un rappel de ceux qui portent des responsabilités, tant au sein de l'État que de l'Église, doivent mobiliser ce qu'il y a de meilleur en l'humanité. L'échec a déjà eu lieu, mais les gens de bien refusent d'en être prisonniers. Nous devons tirer les leçons de notre histoire, travailler ensemble et préparer le terrain pour l'espoir, la réconciliation et la paix, non seulement au Rwanda, mais sur l'ensemble de notre continent. Fin de citation. On continue avec l'actualité pour parler du troisième jour de l'Assemblée générale du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar qui se tient au Rwanda. L'archevêque de Kinshasa et président du SECAM, le cardinal Fridolin Ambongo, salue la gouvernance du président de la République Paul Kagame qu'il qualifie de vecteur de restauration de l'espoir et de la vie après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Le Rwanda est une terre marquée par une mémoire douloureuse, mais aussi un courageux processus de guérison et de nouveau départ martelé. Il a martelé le cardinal Fridolin Ambongo. Nous tournons notre regard vers le Christ, lui qui est la source vivante de guérison et de renouveau. C'est lui qui marche avec l'Afrique dans ses blessures, qui réconcilie les cœurs divisés et offre l'espérance là où menace le désespoir. Comme disciples, nous sommes appelés à devenir des artisans de paix, des prophètes d'espérance et des instruments de réconciliation. Il ne s'agit pas seulement d'une conviction théologique, mais d'une urgence pastorale. L'Église en Afrique doit être signe et sacrement d'unité, de justice et de paix. Aujourd'hui, l'Église redécouvre sa plus profonde identité à travers le chemin de la synodalité, un parcours de communion, de participation et de mission. Dans cette vision renouvelée, chaque baptisé est appelé à marcher ensemble, à écouter avec attention et à discerner dans la prière. Pour nous, en Afrique, cela n'est pas une nouveauté, mais une redynamisation de ce que nous sommes. Notre expérience vécue de la communauté, du dialogue et du consensus, l'Ubuntu, on en a parlé cet avant-midi, profondément enraciné dans nos cultures, est un don précieux pour l'Église universelle. Nous exprimons notre sincère gratitude, comme je l'ai dit déjà, au gouvernement de la République du Rwanda et à son Excellence, Monsieur le Premier ministre qui est ici, pour l'accueil chaleureux et le soutien constant accordé au SEAM et à tous les participants à cette assemblée. Tenir cette 20e assemblée plénière au Rwanda, dans cette sous-région de l'ASEAC, est profondément symbolique. Ce n'est pas un hasard. Le Rwanda, comme cette sous-région, est une terre marquée par une mémoire douloureuse. Mais aussi par une guérison courageuse et de nouveaux commencements. Le sang a beaucoup coulé dans cette sous-région, cette partie de l'Afrique. Et le sang continue à couler dans cette partie de notre continent. Notre présence ici n'est pas un hasard. Elle témoigne de l'engagement durable du SEAM en faveur des valeurs de réconciliation, de vérité et de paix.
En tant qu'Église et famille de Dieu en Afrique, nous nous tenons ici en solidarité fraternelle avec une nation et une sous-région qui a transformé la tragédie en témoignage. Nous rappelons que les blessures de l'histoire peuvent devenir de sources de grâce lorsqu'elles sont touchées par le Christ, source de l'espérance. Place maintenant au communiqué du Parlement du Rwanda du 1er août. Le Parlement du Rwanda exprime sa préoccupation face aux allégations infondées tenues à l'encontre du Rwanda par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, honorable Kamete Loi Vital, lors de la 6e conférence mondiale des présidents du Parlement tenue à Genève le 30 juillet 2025. Ces allégations contrastent donc fortement avec l'esprit de coopération manifesté lors de la session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Paris du 12 au 13 juillet 2025 où le Parlement de la RDC, sous la conduite de l'honorable Kamete, avait soutenu une résolution saluant l'accord de paix facilité par les États-Unis conclu le 27 juin 2025 entre le Rwanda et la RDC. Honorable Kamete avait exhorté à œuvrer pour la mise en œuvre de l'accord de paix tout en saluant l'engagement en faveur du dialogue et de la coopération au service de la stabilité régionale. En renouant avec la rhétorique incendiaire à Genève, à peine 2 semaines plus tard, l'honorable Kamete a remis en cause l'engagement qu'il avait lui-même publiquement déclaré, suscitant donc des doutes quant à la sincérité du Parlement de la RDC dans les efforts interparlementaires en faveur de la paix. La mise en œuvre effective de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC dépendra de nombreux facteurs, notamment l'adoption par les 2 parlements des lois approuvant la ratification. Des revirements politiques risquent de ralentir ce processus et de nuire à l'ensemble des efforts en faveur de la paix. Le Parlement du Rwanda réitère son attachement au dialogue constructif et appelle l'ensemble des responsables politiques à faire preuve de cohérence, d'intégrité, de respect des engagements qu'ils prennent afin de faire progresser la paix et la stabilité dans notre région. Toujours dans le même ordre d'idées, parlons des analystes politiques de la sous-région qui estiment que la volonté du Rwanda de mettre en pratique les accords de paix signés donc dernièrement à Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo exige de celle-ci une volonté similaire pour garantir la paix dans la région. C'est en tout cas le point de vue de Jean-Baptiste Gasseminal qui déplore peu d'engagement dans ce sens de la part de la RDC. Je disais que hier, les 2 chambres réunies du Parlement rwandais ont voté une loi. Et c'est une loi portant ratification de l'accord de paix qui a été signé à Washington entre le gouvernement de la République du Rwanda et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc je disais que c'est un pas qui a été franchi par le Rwanda parce que c'est un cadre juridique qui est en train d'être mis en place, qui avait commencé bien entendu par l'adoption de ce projet de loi par le Conseil des ministres qui par la suite a été envoyé au Parlement pour vote. Donc la loi a été votée, il ne reste que l'assentiment du chef de l'État qui va apposer sa signature dessus et sa publication au journal officiel pour que ce soit une loi d'application au Rwanda. Donc je disais que c'est un pas qui a été franchi dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord qui a été signé à Washington. Et on pense que d'autres actions sont en train d'être menées simultanément avec effectivement la création de ces cadres juridiques. Mais tout ceci dénote effectivement la volonté du gouvernement rwandais de mettre en place un cadre, de mettre en place un climat, de faire à ce que l'accord qui a été signé puisse être mis en œuvre. Mais malheureusement, on n'observe pas la même chose de l'autre côté de la frontière parce qu'aucun acte concret n'est en train d'être posé dans la mise en œuvre de l'accord en question. Donc je pense peut-être que c'est un retard ou je ne sais pas, peut-être que c'est délibéré ou peut-être qu'il y a des contraintes. Ce sont les officiels du gouvernement congolais qui peuvent le dire. Mais en ce qui nous concerne, nous en tant qu'observateurs, on voit que le gouvernement rwandais met tout en œuvre
pour effectivement faciliter la mise en œuvre de cet accord. Mais de l'autre côté, les actions qui se multiplient sur le terrain montrent qu'ils ne sont pas vraiment intéressés à la mise en œuvre de cet accord, surtout que la mise en œuvre de cet accord implique le désarmement des FDLR, et lesquels FDLR sont alliés à l'armée gouvernementale congolaise. Donc je ne pense pas que ce soit aussi une tâche facile de séparer son armée de ses alliés et pendant une période difficile où on est en train de préparer des opérations militaires, parce qu'on voit sur toutes les lignes de front, le gouvernement de la République démocratique du Congo renforce ses positions, il recrute encore des mercenaires. Les militaires burundais font des va-et-vient à partir du Burundi, traversant la frontière vers le sud Kivu. Donc les préparatifs sont très avancés, ce qui nous font croire qu'il y a quand même des opérations militaires en vue qui sont en train d'être préparées par le gouvernement congolais. Je ne vois pas qu'ils peuvent préparer la guerre et puis en même temps mettre en œuvre l'accord de paix qui a été signé à Washington le mois dernier, donc au mois de juin, le 27. Dans le même ordre d'idées, mais avec un angle différent, parlant des réfugiés congolais présents au Rwanda depuis plus de 25 ans qui affirment ne pas être prêts à rentrer tant que les raisons de leur déplacement ne seront pas résolues. Ces déclarations interviennent alors que l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ainsi que les négociations en cours entre le Rwanda, donc ce pays et la coalition AFC, la RDC et la coalition M23, incluent le rapatriement des réfugiés parmi les questions à traiter. Le récit suivant en dit plus. Dans son témoignage, Kalisa Théogène, présent au Rwanda depuis plus de 25 ans dans le camp de Mahama, situé dans le district de Kirehe, a décrit les persécutions dont ils ont été victimes, lui et les siens, qui ont conduit certains d'entre eux à être tués et d'autres à se retrouver dans des pays aussi divers que le Rwanda. Selon lui, le coupable de ce problème est le FDLR, un groupe terroriste qui a commis le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Dans l'accord de Washington DC entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, les deux pays ont convenu de coopérer avec les agences des Nations Unies et les organisations humanitaires pour le rapatriement des réfugiés de certaines régions du pays, ainsi que des réfugiés congolais au Rwanda et dans d'autres pays, une fois que la paix et la sécurité seront rétablies à l'est de la République démocratique du Congo. La mise en œuvre de cet article a été remise en question par les députés du Parlement rwandais avant le vote d'une loi approuvant la ratification finale de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. En 1954, les Nations Unies avaient signé une convention internationale sur la prévention des problèmes des personnes privées de nationalité pour des raisons telles que l'échangement des frontières et des raisons historiques. Ce problème, selon les analystes, exige que le gouvernement congolais reconnaisse ces personnes comme siennes plutôt que de les livrer à des pays étrangers. Le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a déclaré que le Rwanda ne rendrait pas les réfugiés tant que les raisons de leur fuite ne seraient pas résolues. Le 23 juillet de cette année, à Addis Abeba en Éthiopie, le Rwanda et la République démocratique du Congo ont signé un accord visant à rapatrier les réfugiés des deux pays de manière pacifique et respectueuse des droits de l'homme. Le Rwanda accueille actuellement plus de 100 000 réfugiés congolais, dont certains sont là depuis plus de 25 ans, tandis que d'autres sont des arrivants récents qui ont fui les combats entre les forces gouvernementales congolaises et leurs alliés et l'AFC M23. Parlons maintenant de la Fédération rwandaise du secteur privé au Rwanda qui affirme que l'exposition internationale qui se tient chaque année dans le pays a contribué à l'augmentation en quantité et en qualité des produits fabriqués localement. Le point, c'est avec Jean-Damascène Manchim. La 28e édition de l'exposition internationale 2025 qui se tient à Kigali réunit plus de 344 entrepreneurs qui exposent des produits manufacturés au Rwanda. Dans la ville de Kigali, lors de cette 28e foire commerciale internationale, l'ambiance est très animée. Jeunes et adultes affluent pour découvrir une grande diversité des produits exposés, en particulier les produits fabriqués au Rwanda. Émile Ngendaimana vend des tentes fabriquées localement. Il y a également des commerçants de vêtements qui affirment que les clients apprécient le produit fabriqué dans leur propre pays.
Parmi les produits made in Rwanda, on trouve aussi des artisans qui transforment le bois pour en faire des objets décoratifs, des chaises, des tables et autres. Les transformateurs des produits alimentaires sont aussi bien représentés. Ceci affirme que les produits à valeur ajoutée sont appréciés, aussi bien par les Rwandais que par les étrangers. Le porte-parole de la Fédération rwandaise du secteur privé déclare que la présence croissante des produits locaux dans cette foire internationale est un signe prometteur pour les entrepreneurs. Cette foire internationale qui se tient à Gikondo dans la ville de Kigali regroupe des exposants de 19 pays issus de différents continents et doit se clôturer le 21 août courant. Place maintenant au secteur de l'éducation pour retourner au dialogue tenu par le ministère de l'Éducation avec les enseignants. Léon Mugenzi, chef du département du développement des enseignants, de la gestion et de l'orientation scolaire et du conseil psychologique à l'Office rwandais de la promotion de l'éducation de base, est revenu sur ce que représente ce genre de dialogue pour les gens du secteur de l'éducation. Nous avons choisi d'organiser cette conversation avec un enseignant de l'école maternelle dans chaque district, un enseignant de l'école primaire, un enseignant de l'école secondaire, mais aussi un enseignant qui représente les autres des écoles techniques et professionnelles. Bien sûr, on avait aussi un chef d'établissement dans chaque district, c'est-à-dire qu'on avait 5 personnes qui représentaient les autres au niveau des districts. Mais aussi, nous avions les vice-maires chargés des affaires sociales au niveau des districts et les directeurs de l'éducation au niveau des districts. Alors, qu'est-ce que ça représente en fait, cette conversation? Le ministère de l'Éducation a choisi d'organiser cette conversation parce que les enseignants disaient toujours qu'ils aimeraient bien exprimer leurs besoins, leur point de vue avec leur développement professionnel, mais aussi par rapport à la gestion quotidienne des enseignants. Alors ça a été, je dirais, pour nous un grand moment en fait, de donner ce moment et le temps aux enseignants de s'exprimer. Et comme les points clés, comme vous avez posé la question, les points clés de cette conversation étaient juste le développement professionnel, c'est-à-dire la formation continue des enseignants, mais aussi la gestion quotidienne. La gestion quotidienne, ça veut dire quoi? En fait, nous avons expliqué comment les enseignants sont recrutés au niveau national, comment ils sont déployés dans les différentes écoles et districts, mais aussi au moment où ils demandent ce qu'on appelle le transfert, parce qu'ils avaient exprimé les besoins d'être transférés d'une école à une autre, parce que quand même les enseignants disent toujours qu'il y a certains qui sont loin de leur famille, qu'ils aimeraient bien justement être proches de leur famille. En fait, nous avons eu le temps d'explorer de toutes les opportunités qui existent dans notre gestion quotidienne justement des enseignants, mais aussi les enseignants ont montré, ils ont proposé aussi quelques solutions à leurs problèmes. Ça a été très important, surtout en rapport avec l'enseignement, apprentissage, comment est-ce qu'ils peuvent vraiment travailler en étant à l'aise, surtout par rapport à la préparation des leçons, par rapport à l'évaluation des épreuves des étudiants, ainsi de suite. Ça a été vraiment un événement très, très important pour nous. Léon Mugenzi continue pour expliquer par rapport à leurs attentes, ce qui a été l'expérience sur terrain après le dialogue. Si nous évaluons en fait les résultats de cette conversation, je dirais que plus de 90% on a atteint nos objectifs. Pourquoi? Parce que les enseignants ont eu le temps de s'exprimer, de poser des questions. Je rappelle que en fait, les enseignants étaient sur place au niveau de Convention Center, Kigali Convention Center, mais aussi il y avait des enseignants qui suivaient en ligne, qui suivaient à distance. Je dirais que
on a eu beaucoup de questions sur YouTube Channel, on a eu beaucoup de questions, de propositions dans les différentes plateformes. Mais je dirais qu'à 90%, on a atteint nos objectifs. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord la participation qui était active. Nos enseignants aimeraient bien poser des questions. En fait, ils ont eu le temps d'échanger avec le ministre, avec les agences affiliées au ministère de l'Éducation. Ça a été vraiment pour nous un succès. Aujourd'hui, nos enseignants sont bien traités en rapport avec, je dirais, la vie sociale. Ils étaient considérés. Il y a une enseignante qui représentait les autres, qui a prononcé un discours en disant qu'avant ils avaient d'autres noms qui vraiment sous-estimaient leur travail. Ils disaient maintenant aujourd'hui nous sommes vraiment honorés en tant qu'enseignants d'être appelés maintenant enseignants. Sans toutefois dire que tu es vraiment quelqu'un tu n'as pas de valeur, ainsi de suite. En fait, la première réalisation, c'est l'augmentation de leur salaire. Je veux dire qu'un enseignant de l'école maternelle et primaire, son salaire a été augmenté à 88%. C'était en 2022. Et un enseignant de l'école secondaire, son salaire a été augmenté justement à 40%. En fait, je dirais que l'augmentation du salaire, vraiment, c'est une grande réalisation pour le gouvernement rwandais. Deuxième réalisation, c'est la formation continue. D'abord, c'est la formation initiale, parce que nous formons nos enseignants dans des écoles, je dirais, des écoles normales, comme on les appelle. Nous avons les TTC, aujourd'hui les 7 TTC qui sont formés, mais le gouvernement paie 50% de leurs frais, je dirais, de scolarité. Et 50% est payé par les parents. Ça, c'est vraiment une motivation qui est visible. Mais aussi les enseignants qui sont en service. Nous donnons 300 bourses chaque année à des enseignants qui sont en service pour aller continuer ou augmenter leur niveau d'études. Un enseignant d'école maternelle qui a un niveau A2, il a eu une opportunité de continuer les études jusqu'à avoir la licence ou bachelor degree. Et quand il termine ou elle termine justement le niveau licence, quand il revient, on paye cet enseignant justement en rapport avec son niveau supérieur d'études. Donc c'est aussi notre réalisation pour le gouvernement rwandais. Et le reste, c'est, je dirais, c'est la façon technologique, les moyens technologiques qui ont été mis en place. Je dirais, par exemple, le système qui gère nos enseignants, ce qu'on appelle le TMIS, Teacher Management Information System. Je dirais que les enseignants ont des facilités aujourd'hui de demander, ou bien quand tu cherches justement, un enseignant cherche un service, et ce service est donné de façon rapide parce que le système électronique est là. Donc ça, c'est une grande réalisation aussi. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.